Bonjour YouTube, c'est Daimon en compagnie de Tony. Better Call Saul, fin de la série, fin du game. Moi j'ai aimé. Tony moins. Tony, dis bonjour. Bonjour, ça on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Ta gueule, je fais mon intro. Alors, je voulais noter toutes les incohérences que j'ai notées depuis ce fameux passage en noir et blanc, qui, pour ma part, n'apporte pas grand-chose. Donc, les incohérences, comme je le disais à Dai, et on en a parlé sur la dernière vidéo, depuis qu'en fait Lalo, Salamanca et Nacho sont morts, déjà ça m'a fait un petit coup émotionnel, mais ça, je trouve qu'on a perdu en qualité. Et alors, sur les incohérences, on va passer sur le fait que le chauffeur de taxi, donc Jeff, se retrouve au fin fond du trou du cul du monde. On est dans le Nebraska, dans la même ville comme par hasard que Gene Takavich. Hein, on va dire que c'est une facilité scénaristique un peu trop Après, facile. Sur tous les habitants d'Albuquerque, tu pouvais en croiser un quelque part à Omaha, ça c'est... Ouais, c'est vrai que c'est petit, hein, les États-Unis, c'est très petit. C'est un village, hein, on va dire que c'est un village, les États-Unis. Le mec, il est censé être en cavale. Alors, on va aussi passer sur le fait qu'il prépare un coup pour avoir un moyen de pression sur le taxi. Ça, à la rigueur, c'est le moins incohérent, parce qu'effectivement, il faut qu'il le tienne par les couilles pour éviter que, voilà, pour éviter que Jeff bave sur lui. Donc, il lui fait un petit dossier compromat. Ça, on va dire que c'est, à la rigueur, ça passe. Mais alors qu'il continue ses conneries, tu sais, de petit larcin, qui commence à racoler le petit vieux alors qu'il est malade et cancéreux, et qui en plus il laisse ses empreintes, autant qu'il aille directement chez les flics s'il veut se faire pécho. Ah, les empreintes, elles ont pas servi finalement, mais rappelle-toi, c'était ma théorie, qui voulait se faire pécho inconsciemment. Exactement. Et là, donc il va tout faire pour se faire pécho. On dirait, moi j'ai jamais vu un personnage aussi content d'aller en zonzon. Là, il est vraiment. Souviens-toi quand, on en parlera aussi, il est en garde à vue, il rigole dans sa salle, sa petite cellule de garde à vue. Exactement. Et alors, la négociation avec le procureur, ça, c'est complètement incohérent, complètement risible. Et on en reparlera aussi. On verra, on sera pas forcément d'accord. Alors, on brise une nouvelle fois les règles de la saison 6 de Better Call Saul, la saison 6 partie 2, avec une intro en couleur, mais dans la timeline de Better Call Saul et non pas dans la timeline de Breaking Bad. Donc visiblement, la définition des règles, c'est qu'il n'y a pas de règles à part l'emploi du noir et blanc et de la couleur. Le noir et blanc étant réservé à la timeline de Gene Takavich. Et moi, j'ai trouvé que ça apportait esthétiquement vraiment dans cette fin de série. J'avais aussi peur que tout le monde, étant donné le travail des couleurs. Mais voilà, j'avais expliqué dans les précédentes reviews. Donc on n'est pas tout à fait d'accord sur... Alors, on peut moins aimer le scénario de la partie de Gene Takavich, dire que ça n'apporte rien, le noir et blanc. Ah, quand même, hein, quand même. Il y a un joli travail de photographie, de travail des contrastes, de la luminosité, etc. Donc voilà, retour dans le désert. Toujours dans cette intro, de l'argent sale au propre, jeu de mots comme au figuré. Prisonnier d'un cactus, tu me disais que c'est vrai que ouais, ça ressemblait aux doigts, à des doigts finalement, des doigts un peu crochus. Un petit peu comme si le cactus était une main avide d'argent. Et vous le savez, dans le désert, il y a des cactus. Alors le soleil se fait se découper en partie en contre-jour, le billet, tout en filtrant à travers lui comme si c'était une sorte de détecteur de faux billets naturels. D'ailleurs, vous avez sur YouTube l'acteur Michael Mando qui fait Nacho Varga qui vous explique comment détecter un faux billet. Ils ont fait tout un tas de capsules plutôt rigolotes comme ça. Et on retrouve du coup Jimmy et Mike dans cette introduction. Ça fait plaisir qu'ils soient là, Mike. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Tony ? J'ai trouvé que l'épisode, effectivement, fait revenir des personnages. C'est plutôt sympa. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop, surtout que ça apporte pas forcément quelque chose, même si on est toujours content de revoir Mike, Walter White et surtout Chuck, pour ma part. Mais j'ai trouvé, à part la séquence avec Chuck, j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose. Souvent, ça développe des scènes, voilà, en fait, des scènes qu'on avait vues, mais on nous en montre un peu plus. Une séquence coupée au montage. Un peu. Ils parlent de leurs regrets respectifs, mais en fait, on les connaît, on connaît les personnages, donc on connaît les regrets de chaque personnage, en fait. À part celle de Chuck, où effectivement, il y a un rapprochement fraternel qui était plutôt sympa. Ouais, où il n'arrive pas à répondre à la question, et toi, qu'est-ce que... Il dit pas qu'est-ce que tu regrettes, mais quel changement t'aurais fait dans ta vie, et il reste sans voix. Scène inédite, l'air de rien de cette continuité, on voit un quasi-remake de la saison 1 où Jimmy tient le rôle du tentateur, hein, du diable littéralement, en proposant de faire à nouveau 50-50 et de se tirer avec l'argent. Prends l'oseille et tire-toi, hein, littéralement, vous savez, comme le film de Woody Allen. Et est-ce que ça t'avait ce dialogue, ça t'avait sauté aux yeux aussi, qu'on voulait faire un clin d'œil à la saison 1? Oui, tout à fait, j'avais noté. Il y a surtout un truc qui m'a un peu choqué. Pas choqué, mais c'est qu'en fait, il parle de 6 millions de dollars. Il pense directement à voler le fric de la mafia. J'ai trouvé ça. On rejoint un peu l'incohérence. Là, il y a Mike qui le remet en place. Mais c'est vrai qu'il est déjà cette idée saugrenue
de vouloir voler l'argent de la mafia. J'ai trouvé Bah, ça. il n'a pas d'évolution depuis la saison 1 à ce niveau-là. Ouais, là, mais là, je pense qu'il perd la tête. On va dire que c'est un méchant coup de soleil et on va pas lui en tenir rigueur. On va dire. Alors le plan de voler de l'argent à la mafia de Jimmy s'avère tout à fait fantaisiste puisqu'il implique une machine à remonter dans le temps, ce qui permet tout de même à nos deux assoiffés, qui ont trouvé un point d'eau, de tailler le bout de gras ici. Alors si Mike utiliserait cette machine pour rectifier ce qu'il a fait dévier du droit chemin, il nous parle dans les années 80, le premier pot de vin qu'il a perçu, et pour s'assurer que ses proches vont bien, Jimmy, lui, ne pense qu'à sa propre sauvegarde et à un moyen de devenir riche. Sur le plan lui-même, on n'est pas très loin de l'almanach des sports, Back to the Future, tout ça, tout ça. Ce dialogue nous montre que Jimmy, toujours à ce moment-là, n'a aucun remords. Est-ce qu'il en a toujours aucun dans la saison 6? On aura l'occasion de le développer. Tout ce qu'il regrette, c'est surtout de ne pas avoir pu tricher davantage. Et du coup, en fait, ça nous montre qu'il est incorrigible. C'est ça, il est dans son dark side. Et pour cet épisode, l'image incrustée dans le générique, c'est tout simplement un arbre magique suspendu au rétroviseur d'une voiture avec marqué Albuquerque. Alors ouais, la sur-image est un petit peu compliquée, mais malgré les déformations VHS, on peut lire assez distinctivement le nom de cette ville du Nouveau-Mexique. Après le générique, retour dans la continuité, Gene Takavich, ce dernier entame une cavale et vide sa cachette secrète en écoutant la fréquence de la police qui commence à le rechercher suite au signalement de Marion. Alors ce plan, c'est une illustration littérale du Take the Money and Run évoqué plus tôt. Il fallait une scène comme ça, même si j'aurais pensé que la cavale aurait duré plus longtemps. Tony, oui, moi aussi. Puis j'aime bien cette sur image, on voit un peu sa tête de con là. C'est vraiment le portrait type de l'anti-héros, même si évidemment c'est un très bon acteur et qu'on s'est énormément attaché à ce personnage. Mais là on le voit dans toute sa faiblesse. Et là il a un petit côté Bourvil, Pierre Richard, mais en plus con quoi. Parce que, et puis la pachka combinée à sa parka, combinée à sa moustache, oui, ça lui fait un look assez spécial, ouais. Effectivement. C'est le Heisenberg du pauvre quoi. Ouais, en plus il se foutait de sa gueule avec sa moustache. Alors je m'étais pas arrêté sur le plan, mais je le trouve plutôt sympa avec les bâtiments sur la gauche qui ressortent bien, le bout de la rue qui est complètement noyé dans la lumière du soleil et Gene qui s'apprête lui à rentrer plutôt dans l'obscurité, donc voilà, toujours en cavale, et je trouve que ça fait écho à la scène où Nacho Varga, souvenez-vous, se cachait dans un baril plein de pétrole, vu qu'il va pour se planquer, se mettre dans quelque chose de complètement dégueulasse. Ça aura moins de succès comme technique, et donc lui il va trouver refuge dans une poubelle, dans un conteneur, et il se prépare à avoir recours une fois de plus au vendeur d'aspirateurs. Bon, finalement, il n'a pas le temps. Et puis, on voit d'ailleurs son magot qui se disperse dans la poubelle. C'est un petit peu n'importe quoi. Mais est-ce que le vendeur d'aspirateurs aurait accepté d'aider Jimmy après qu'il ait brisé autant de ses règles? Je suis pas sûr, en soi, Tony. Qu'est-ce que t'en penses? Pas sûr non plus, en sachant qu'il prend quand même une masse de pognon pour faire donc ses faux papiers d'identité et construire une nouvelle vie. Donc, vu ce qu'il avait dans sa boîte à chaussures comme argent, je pense que là, de toute façon, ça aurait été une cavale galère. Un petit peu la galère, effectivement. Bon, évidemment, vu qu'il s'est planqué dans la poubelle juste devant les Condés, il finit par être interpellé plus tôt que je l'avais prévu. Je pensais que la scène de cavale durerait un peu plus. Et l'image de l'arrestation que vous voyez, où des substances visqueuses coulent du bras de Jimmy, qui émerge piteusement du conteneur, et à mon sens, un concentré de pathétique. Et ouais, désolé, vous entendiez pas l'habillage sonore pour la première partie de la vidéo. J'avais fait une mauvaise manip technique. Un petit commentaire, Tony, sur l'arrestation de Jimmy. Juste, on se demande ce qu'est cette substance visqueuse. Tu penches plus pourquoi, toi? Si on devait deviner, du jus de poubelle, de toute façon, il y a un petit peu de tout dans une poubelle. Ouais, c'est ça, mais autant visqueux. Enfin, moi, dans mes poubelles, c'est pas comme ça. J'ai des poubelles propres, je sais pas. Étonnant, cette poubelle. Des poubelles propres, un nouveau concept qu'on vous encourage à creuser. Une fois au poste, se raccrochant désespérément, du moins telle était ma première impression, à sa couverture de Gene Takavich, Jimmy utilise le coup de téléphone qu'il a légalement le droit de passer à sa collaboratrice de Cinnabon, vous savez, la boutique où il travaille, sa collaboratrice qui s'appelle Krista, pour s'enquérir du planning de l'équipe. En réalité, Jimmy sait tout à fait, comme le spectateur, qu'il est probablement fini, que c'est en tout cas fini pour Gene Takavich, puisqu'il suggère à Krista que la boutique aura besoin d'un nouveau manager. Qu'est-ce que t'as pensé? Pourquoi le mec passe un coup de fil? Est-ce que c'est pour... C'est pareil, c'est complètement décalé. C'est-à-dire que le mec, peut-être que dans sa tête, il pense qu'il va sortir, donc il doit pas être tellement lui-même, là, le Saul Goodman, parce qu'effectivement, il passe un coup de fil
à une stagiaire de son entreprise pour voir si le planning jeudi est bien fait. Alors, est-ce que Mais c'est bon, un truc à la après, Gus, genre c'est mon boulot de couverture, mon boulot officiel, mais en fait je veux qu'il soit bien fait. Ça ressemblerait pas tellement à Jimmy. Moi je m'étais dit c'est pour faire le mec consciencieux, tu vois, le citoyen lambda devant les policiers. Putain, il utilise son coup de fil pour dire que sa boutique il reviendra pas. Bon, ouais. quelque part il Ce doit qui pas est avoir étonnant grand chose à aussi, se reprocher entre guillemets. ce qui est étonnant aussi, c'est que son premier coup de fil, c'est pour son ancien employeur et non pas pour un avocat. Alors, la chance qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir droit à 2 coups de fil, ce qui est Mm. assez rare aussi, donc tant mieux pour lui, hein. Mais c'est vrai que oui, du coup, ne pas avoir comme premier coup de fil contacter quelqu'un pour le défendre, au moins avoir un représentant légal, parce que tu es obligé, même si tu vas assurer ta propre défense, visiblement, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, chose qui m'a surprise, oui, le deuxième coup de fil, du coup, c'est pour appeler Bill, à qui Jimmy demande d'assurer sa défense. Alors, pourquoi lui il a pas l'air spécialement doué depuis le début, c'est plus voilà ce que je disais en off à Tony, un comic relief, c'était l'adjoint du procureur qui est passé à la défense maintenant. Et de deux, il semble sincèrement détester Jimmy depuis le début de la série. Du coup, est-ce que c'est lui qui aurait intérêt à lui assurer la meilleure défense? Alors, Jimmy essaie de la pâter en disant ouais, c'est un peu le procès du siècle. Ça, en fait, il lui vend le procès, il lui dit oui, félicitations, c'est toi qui vas être mon avocat. Mais oui, mais moi je t'ai rien demandé. Enfin, encore le côté bonimenteur de Jimmy qui est assez magique dans cette conversation. Alors, toi, t'avais pas spécialement aimé cet acteur, tu me disais, on reparlera de lui un peu Non, plus tard. c'est même pas ça, c'est que j'avais complètement zappé ce personnage. Ouais, le personnage Euh, surtout, tu trouves qu'il sert à rien? On verra plus tard qu'en fait, effectivement, il sert pas à grand chose, puisque c'est Saul qui va en fait effectuer sa propre défense. Oui, mais là, Donc, justement, en fait, c'est ses réactions pendant la défense qui sont géniales. Là encore, il agit comme comic relief. Hein. ouais, bah après, bon, ça m'a pas trop marqué, quoi. Alors, Tony, toi, tu voulais revenir sur cette séquence où il pète les plombs dans sa cellule tout seul, où il craque un peu, et avec... Ouais, exactement. J'ai trouvé ça, ça apporte de l'eau à mon moulin sur le Saul Goodman qui perd complètement pied. Donc là, effectivement, il tourne en rond dans sa cellule et il se marre comme un perdu. Il se marre comme une baleine et tout. En voyant cet écriteau, enfin ce tag, ce graffiti, cette gravure sur laquelle il y a marqué My lawyer will rim your ass, qui veut dire mon avocat va vous vous me botter le défoncez cul. le cul. Va vous défoncer le cul et tout. Et donc il se marre comme un perdu et tout. Donc je pense qu'il a complètement perdu pied, en sachant que Et c'est effectivement, suite à ça, à ce craquage, qu'il va appeler Bill, du coup, parce que moi, j'avais pas prévu de ouais. parler de cette séquence, mais... Mais effectivement, au final, en fait, c'est même pas, c'est lui l'avocat, hein, c'est Saul Goodman dans cet épisode. C'est même pas lui qui va niquer, c'est lui qui va se faire niquer. On verra ça plus tard. En fait, il va pas se faire niquer, il va se niquer tout seul, justement. Sur le chemin de la négociation avec le procureur, on aperçoit Marie, vous souvenez-vous, la veuve de Hank Schrader, donc Marie Schrader, qui est qu'on reverra. Moi, je pensais que c'était juste un petit easter egg et qu'elle n'aurait pas spécialement un rôle important, mais elle aura sa propre scène. Bill qui accepte de défendre Jimmy, qui encourt jusqu'à la perpétuité plus 190 ans. Donc voilà, c'est le maximum de la peine encourue pour l'ensemble des chefs d'inculpation. Ça fait beaucoup, Tony, non? Ça fait énorme, surtout qu'il n'est pas impliqué directement dans des meurtres. C'est juste un petit escroc. Et effectivement, c'est beaucoup, beaucoup. Moi, cette actrice, franchement, on la voit, mais bon, je trouve qu'elle n'a pas trop marqué déjà Breaking Bad. C'est une kleptomane en plus, donc elle se permet de juger Saul Goodman, alors que c'est une petite voleuse de bas étage. Ouais, enfin, voler une paire de lunettes dans un supermarché et être l'avocat qui blanchit tous les meurtriers du coin, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, on n'est pas sur le même plan, mais quand même, elle devrait se regarder à la glace avant de juger les autres. C'est ça que je Parce que voulais le dire. proverbe, il Mais dit moi, pas qui vole un bœuf tue un bœuf. Qui vole un œuf tue un bœuf. Sinon, ouais. ça se saurait. Mais Moi, ce que je reprocherais le plus à Marie, c'est pas tellement son côté kleptomane. Ce serait le plus gros de ses défauts, c'est le côté je juge beaucoup les autres, j'ai des a priori, et notamment un petit fond un peu raciste, hein, j'ai l'impression. Il me semble me souvenir de ça. c'est vrai, elle a tous les défauts, hein, cette femme. Moi, j'avais peur aussi. Là, on enregistre ou pas? Oui. Très bien. Excusez-nous, hein, on fait notre popote. J'avais peur qu'on voit Skylar. Tu sais, l'insupportable Skylar, la veuve de Walter White. Mais bon, on n'en voit qu'une, donc ça va encore. Donc c'est pas un épisode complètement foutu. Je la trouve pas Mais insupportable, mais... qui Skylar?
Bref, c'est pas un débat sur Skylar, on n'a pas le temps, Tony, on n'a pas le temps. Alors Bill, en réalité, n'est là que pour le décorum, hein, pour assurer la représentation officielle de Jimmy, qui, justement, assure sa propre défense. Alors l'ultime move de ce dernier, c'est de jouer la carte de la victimisation, hein. Il avait pas le choix, il a simplement fait ce qu'il avait à faire pour survivre. Comme d'habitude, Jimmy met le maximum de vérité possible dans sa version pour qu'elle soit crédible. Je crois pas qu'il mente une seule fois dans ce qu'il dit. Par contre, il n'est pas sincère, ce qui est différent. C'est sûr. Mais alors, je voulais revenir sur cette négociation qui est complètement burlesque, complètement hors propos et qui apporte de l'eau à mon moulin sur l'incohérence. Vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur l'incohérence de. Pour toi, l'incohérence, c'est il pouvait faire 7 ans de prison, il fait plus, donc c'est débile. Mais. Oui, c'est complètement. Alors, déjà, oui, c'est complètement débile. Mais alors, en plus, c'est débile si son but c'était de s'en sortir, tu vois. Mais. Le procureur aussi, lui, c'est un débile, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le procureur, et lui, je caricature un peu, hein, mais lui, il veut lui coller 250 tentes de tôle, donc la perpète. Voilà. Et finalement, il lui propose 30 ans. Hein, on ne sait pas pourquoi. Donc 30 ans avec des marques et un bounty, hein, pourquoi pas. Et puis alors, après le discours de victimisation de Saul... on ne sait pas pourquoi. Enfin, on va revenir dessus. Ouais. Comme par magie, ça passe à 7 ans et demi, juste parce que le mec, il dit, donc Saul Goodman, ce crevard là, il dit qu'en fait, il va essayer de corrompre avec son... Pas de corrompre, mais justement, on va en parler dans le prochain Timer, Tony. Parce que oui, le premier move de Jimmy ne fonctionne pas, hein, il voit que le procureur ne marche pas, vous pensez que les jurés vont gober ça. Et alors Jimmy fait volte-face, il tombe le masque d'un coup, et il explique que sa petite histoire... elle suffira bien à convaincre au moins un juré, il lui suffit d'un juré, ce qui lui redonne une marge de négociation, puisqu'il refuse évidemment l'aménagement de peine à 30 ans dont tu parlais, il ne répond même pas quand on lui parle de 30 ans, il regarde à côté, il s'en bat les couilles, il n'est même pas dans la pièce, quoi. Enfin, son esprit est ailleurs, comme dirait le générique à l'époque de Prison Break, je crois. Au lieu de ça, Jimmy pourrait s'en sortir avec 7 ou 8 ans de prison, justement, parce qu'il fait la démonstration. Là, regardez mon histoire, elle a presque réussi à vous convaincre, alors que vous, votre boulot, c'est de m'inculper. Alors, le monsieur, madame, tout le monde, vous pensez bien qu'ils vont se faire avoir par mon bagou. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Tony. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, mais c'est très présomptueux, enfin c'est très prétentieux. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que ce compte procureur, il gobe le fait qu'il va avoir un juré de son côté, donc ça va faire capoter la peine. Et donc là, il lui propose, comme un débile mental, 7 ans et demi. Donc j'ai trouvé ça très cohérent. Et là, donc l'autre, il continue, la Saul Goodman continue, et donc il demande une glace tous les vendredis après-midi, hein. Pourquoi pas. Et là, je me suis dit, donc l'autre, le procureur, il va lui proposer, pourquoi pas, un abonnement au gymnase club, un stage de boulangerie, et on s'arrête où avec ça? Donc là, franchement, c'est peut-être la négociation la plus ridicule de l'histoire du cinéma et de la télé, j'ai trouvé, pour ma part. Très sûr de lui, la tête nonchalamment appuyée sur ses deux mains, Jimmy va pousser le vice jusqu'à exiger l'endroit de sa détention, précisant même l'aile dans laquelle il devra être placé, hein, donc Butterlow, Caroline du Nord, et je veux l'LD. Alors je trouvais ça trop précis pour être anodin. Est-ce qu'il connaissait quelqu'un dans l'LD de la prison de Butterlow? Visiblement c'est simplement la prison où sont détenues les personnes les plus importantes, les plus riches, il y a un golf dedans. J'imagine que l'LD c'est pour les very very important personnes. Mais est-ce qu'à ce moment-là il a un plan que le spectateur ignore? On verra que du coup l'avenir se déroulera différemment de ce plan initial, donc on n'aura pas trop l'occasion de le vérifier. Et je trouve le plan plutôt classe ici, dévissé comme ça, avec Jimmy de travers. J'ai bien aimé. Et j'ai surtout bien aimé le risque qu'il prend en dépit du bon sens et qui caractérise littéralement le personnage, hein. Plus c'est risqué, plus c'est gros, plus il a envie de le tenter. Comme cette nouvelle demande insolite est acceptée, Jimmy va pousser le vice encore plus loin, il va demander quelque chose d'encore plus abusé, de la glace menthe chocolat, un homme de goût, hein, je vous le conseille en été, menthe chocolat, c'est vraiment très très bon, tous les vendredis. Alors il précise même la marque, et là je me dis qu'en réalité Jimmy il est pas venu ici pour négocier, il est venu pour se foutre littéralement de leur gueule, et il compte ici utiliser ce qui cède la mort d'Howard, mais Kim l'a devancé sur ce point, ce qu'il n'avait pas prévu, ce qui va un petit peu le choquer. Alors qu'on pensait retrouver Jimmy sur le lit de sa cellule de luxe, ou en tout cas de celle transitoire avant son transfert, c'est un nouveau flashback, cette fois de la dernière saison de Breaking Bad. Souvenez-vous, le sous-sol du vendeur d'aspirateurs qui partageait avec Jimmy, que Walter partageait avec Jimmy, et Walt justement entend un cliquetis qui l'obsède, et en réalité c'est une montre. Alors je sais pas si c'est sa montre à lui, la montre de Saul, et donc cette obsession, moi ça m'a rappelé le célèbre épisode de La Mouche,
du coup en fait il ne peut pas entreprendre quoi que ce soit d'autre tant que le problème de la mouche n'est pas réglé. Et ici c'est pareil, il faut absolument qu'il trouve des outils pour bricoler, même si c'est des outils de fortune, pour réparer le sous-sol du réparateur d'aspirateur. Genre il aurait pas pu le faire lui-même. Et ça t'a pas un peu rappelé le truc de la mouche toi Tony, sur le coup? Si, sur son côté pointilleux. L'épisode de la mouche, d'ailleurs, pour info, ça a été réalisé par Ryan Johnson, celui qui a commis donc, le Star Wars 8. Il a pas fait que de mauvaises choses. Bah si, puisque l'épisode de la mouche, c'est l'un des pires. Enfin, pour Tu ma trouves? part. Ah oui, oui, oui. Ah, pour Alors, la il faut plupart des savoir gens, aussi c'est l'un que- des plus cultes. Justement, ils avaient pas trop de thunes. Ils se sont dit, on Voilà. va faire un épisode en huis clos. Et c'est l'un des plus marquants, je trouve, de Breaking Et Bad. C'est ce que j'allais dire. Bah, il se passe pas grand-chose. Ils chassent une mouche en même temps. Bah, après, c'est assez comique et tout, mais effectivement, ils n'avaient pas de budget. Non, mais il y avait et un truc pour- aussi, Cronenberg, tu vois. Enfin, Ouais, mais bon, moi, ça m'a pas. Je trouve que c'est pas le meilleur épisode de Breaking Bad. Et là, n'insultez ouais, pas Tony dans les commentaires si vous aimez l'épisode de la mouche, hein. On le rappelle. Non, bah non, faut pas insulter. Et donc voilà. Et après, ça m'a fait plaisir de retrouver Walter White, surtout qu'il est un peu en mode vénère. Alors vu que c'est le running gag de cet épisode, Jimmy saoule déjà à l'époque Walter avec sa machine à remonter dans le temps. Walter qui n'est pas dupe, hein, sur le coup, qui interprète ça comme la confession de regret. Il fait bah là vas-y, partons en regret. Alors concernant Walter, on n'apprend rien de nouveau, hein, c'est les regrets sur son entreprise qu'il a montée, qu'il a quittée. On se console par contre en découvrant l'origine des problèmes de genoux dont il parle souvent, donc Jimmy parle souvent, et souvenez-vous il a sa machine spécialement pour ses jambes. Et Walter conclut en entendant cette histoire que si lui est devenu Heisenberg, Jimmy, en revanche, a toujours été Saul Goodman. Et c'est ça que j'avais trouvé intéressant dans cette séquence. Exactement. Et il lui révèle qu'en fait, pour lui, effectivement, Jim et Saul, c'est les mêmes personnes. Donc la schizophrénie, elle a bon dos. Voilà, elle a bon dos, mais bon, c'est les mêmes personnes, Alors, quoi. ceci Ah, dit, j'avais on apprend... pas noté le Ouais. côté genou, rotule en acajou, là. J'avais pas noté le détail. tu vois. Mais si, ouais, il se baisse sur du verglas ou un truc comme ça. Mais alors, ceci dit, c'est pareil, concernant Jimmy, on n'apprend rien parce que le moment où il devient Saul Goodman, c'est quand il est tout gosse et qu'il tient la caisse de son père. On s'en souvient, on l'avait vu dans d'autres séquences avant. Move final de dégueulasserie, Jimmy semble prêt à vendre Kim pour un pot de glace. Enfin, un seau de glace toutes les semaines, mais quand même. Alors, est-ce qu'il se venge de son ex pour avoir tout balancé, sachant que c'était lui qui lui suggérait, hein, pour la troll, mais tout de même. Ou est-ce qu'il s'amuserait pas juste comme un petit fou depuis son interpellation, en fait, Jimmy? Il s'amuse comme un petit fou, ouais. Il joue avec le procureur, il joue avec tout le monde. Il est là, mais il est pas là. Moi, j'ai trouvé qu'il a traversé la saison comme un fantôme, en fait, hein, mais... ça s'explique aussi un petit peu pour des raisons médicales, parce qu'il faut rappeler que cet acteur a eu quand même une crise cardiaque. Voilà, donc on a une énorme pensée pour lui. On espère que... Je pense qu'il est revenu comme avant, hein, comme en 40, donc et qu'on puisse le revoir dans d'autres séries. Et en conclusion, je dirais plus tard, en fait, on verra plus tard. Alors je vais tenter une théorie débile ici. Kim, qui semble s'ennuyer à mourir, travaille dans une entreprise qui vend des pièces de système d'irrigation, donc d'irrigation par l'eau, hein, qui pousse un flux d'eau dans un circuit, tandis que le vendeur d'aspirateur, lui, est spécialisé dans l'aspiration des flux d'air. Alors, est-ce que sa couverture ne serait pas métaphoriquement inverse à celle du vendeur de seconde chance, justement, dans le sens où lui tente de dissimuler ce qui est illégal et amoral, bien souvent, alors que Kim les révèle au grand jour. Pardon pour cet onanisme intellectuel, mais il fallait que ça sorte. Tony, qu'est-ce que t'en penses de ma théorie débile? Si vous trouvez, comme moi, que cette théorie n'a ni queue ni tête comme d'ail, dites-le en commentaire et insultez-le. Non, ne l'insultez pas. Reprenant la seule activité qui lui procurait du plaisir, Kim postule pour faire du bénévolat dans un cabinet de conseil juridique gratuit. Elle sait que de toute façon, à partir de maintenant, ça n'aurait pas de sens d'essayer de s'enrichir, étant donné que la veuve de Howard a sa confession et qu'elle pourrait tout lui prendre à n'importe quel moment, sachant que c'est Kim elle-même qui lui a donné cette épée de Damoclès juridique. Alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais sans un paquet d'emmerdes, Kim apprend que son ex la mentionne justement dans son témoignage par un coup de fil. Alors, je me souviens plus exactement, je crois que c'était une des meufs qui bossait au tribunal avec qui Kim... quand elle était encore avocate dans la timeline de BCS, bossait de temps en temps. Bah, je te fais confiance là-dessus, étant donné qu'effectivement, j'avais pensé à ça. Ils ont pas trop de... Tu remarqueras que niveau familial, depuis la mort de Chuck, ils n'ont pas trop d'amis, ils n'ont pas trop de famille. Ça m'avait un peu interpellé, ça. Je me dis, c'est vrai que, à part l'histoire principale de si Better elle a des Call nouveaux Saul, amis, un copain, une maison, enfin... maintenant, oui, mais quand tu prends la saison dans sa globalité depuis les premières saisons,
tu remarqueras que l'entourage, c'est quasiment zéro, quoi. Ouais, si, il y avait l'assistante de Kim qui semblait bien l'aimer, mais c'est pareil, on la revoit pas d'ailleurs dans cette saison 6. C'est ça, c'est assez succinct. C'est dans la première partie. Après là, bon, on voit l'œil un peu vide de Kim, elle est pas bien. Déjà parce qu'elle a le meurtre, enfin, même si elle n'est pas impliquée dans le meurtre, la vision du meurtre d'Howard, on sent que ça l'a énormément choqué, d'où cette scène de pleurs dans le bus qui lui vaudra sûrement un Grammy Awards, enfin je lui souhaite en tout cas. Et là vraiment elle a l'œil vide, hagard. Alors quand elle répond au téléphone peut-être encore un petit peu, mais quand on la voit classer ses dossiers, moi je revois les précédentes saisons, ceci dit, où elle était au taquet pour son boulot, quoi. Mais je sens qu'elle reprend un peu du poil de la bite, ouais. Bah écoute, c'est tout ce que je lui souhaite. On a ici un travelling de Jimmy sur le chemin de son jugement, menottes au poignet, entouré de 2 marshals, portant un costume que l'on imagine particulièrement haut en couleur, comme à son habitude, et qui contient mal un sourire déjà triomphant avant même son jugement, sachant que Kim est à l'audience, et c'est là que j'ai commencé à suspecter, est-ce qu'il aurait pas fait tout ça uniquement pour revoir Kim ? Alors on a une musique qui accompagne cette séquence, All Things Are Possible de The Harmonizing Four, et je vous mettrai le lien si vous souhaitez la réécouter, qui est plutôt cool. Tony, est-ce que tu avais noté quelque chose toi sur cette séquence ? Là-dessus, non. Là, la couleur, elle aurait été sympa, mais bon, c'est vrai qu'on est habitué au costume chatoyant, bigarré. On l'imagine, la couleur, pas toi ? Ouais, bien sûr, ouais, on voit que ça brille un peu plus que d'habitude. Et là, il est dans son personnage de Saul, même si on verra qu'effectivement, le Saul va se transformer en un Saul édulcoré, un Jim dans la rédemption totale. On va le découvrir dans quelques instants. Je suis pas d'accord sur le terme édulcoré, mais on se battra là-dessus. Pendant le jugement, on a le regard inquiet de Bill lorsque Jimmy dit « It's showtime ». Qu'est-ce qu'il va encore sortir, ce con ? Et donc, ouais, son regard est particulièrement goldé, surtout en animation. Là, je vous ai mis un arrêt sur image, mais il faut le revoir en entier. Et je trouve que l'acteur, d'une manière générale, Peter Dizet, aura discrètement, très discrètement du coup, puisque tu ne te souvenais pas de lui, toi Tony, carry la série par son jeu nuancé. Alors j'ai eu la curiosité de googler son nom et regarder. Et donc regarder, je l'ai retrouvé quand il était minot. Il était plutôt BG quand il avait des cheveux bouclés. Tony, est-ce que tu l'aurais reconnu ? On reconnaît la gueule, ceci dit. On reconnaît un peu la gueule, là, ouais, mais c'est vrai qu'avec les cheveux, les bouclettes, là, ça change tout. Ah, il a 19 ans, là. Il a un petit côté Robert Englund, tu sais, celui qui joue Freddy, là, dans la bouche et tout. Je trouve un petit peu. Enfin voilà, du coup, Peter Dizet qui a pas fait grand chose dans sa carrière, il a fait une autre série, je crois, à part Better Call Saul, mais il mérite, moi je pense qu'il faudrait lui laisser sa chance dans un rôle avec un petit peu plus d'ampleur, pourquoi pas. Et donc pour revenir au jugement, Jimmy qui précise vouloir être appelé Saul Goodman, qui endosse pleinement cette identité du coup pendant le procès. Et alors là aussi, bon pourquoi pas, le mec il veut des glaces à la menthe et qu'on lui l'appelle sous son pseudo. Il dit, allez, pourquoi pas mec, tu nous fatigues déjà, genre j'ai déjà envie que ce soit terminé. C'est un petit peu l'ambiance qui règne dans ce tribunal à ce moment-là. Alors il demande pas juste d'être appelé Saul Goodman, il veut intervenir tout le temps, il veut assurer sa propre défense déjà, mais il veut intervenir très régulièrement, même quand on lui dit bah mec c'est un petit peu tendu, étant donné la situation, moins tu parles, mieux c'est pour toi. Et alors qu'il débutait sa plaidoirie de la même manière qu'à l'accord avec le procureur, souvenez-vous, enfin l'adjoint du procureur un petit peu plus tôt dans l'épisode, mais quand il le racontait dans l'accord, c'était beaucoup plus convaincant. Là, c'est les mêmes mots, le même speech, mais on y croit beaucoup moins. Et du coup, en plein milieu, Jimmy propose un nouveau revirement et semble dire l'entière vérité pour la première fois. Il disait oui, j'avais peur. At first, j'avais peur au début et finalement je me suis fait plein d'argent, ça aurait pas pu se faire sans moi, je suis pleinement responsable. Donc voilà, il semble dire l'entière vérité pour la première fois, mais surtout au pire moment pour lui. Et il fait ça en réalité parce qu'il tente de disculper Kim dans cette affaire. Et non, elle ne va pas tomber pour un seau de glace finalement. Et il a bien fait tout ça pour la revoir. Il le dit à moi, enfin, pour qu'elle entende ça. Et oui, je t'ai fait venir parce que je voulais que tu entendes ça. Et qu'elle entende quoi ? Qu'elle entende se confesser sur tous les aspects les plus graves de son implication dans le réseau d'Eisenberg. Je sais pas si ça intéressait spécialement Kim, ça, à la base. Mais effectivement, il y a un côté, voilà, un petit peu chevaleresque de je vais prendre sur moi, endosser toute la responsabilité et te disculper, toi. Tony. C'est ça, c'est pour ça qu'il fait son laïus, là, donc il vide son sac, effectivement, et prend sur lui tout le poids du péché. Alors là, qu'il soit dans une démarche de rédemption, je trouve ça très bien. Qu'il le fasse, comme tu dis, au plus mauvais moment, on est totalement d'accord là-dessus, en sachant que n'oublions pas que là, qu'il est censé, avec sa négociation, ne prendre que 7 ans et demi de tôle.
il s'avérera plus tard qu'il va prendre en fait 86 ans. Alors, c'est moins que perpétuité plus 190, mais vu son âge, c'est de la perpétuité, quoi. Mais voilà, c'est de la perpète parce que c'est 86 ans. Alors, moi, je trouve que effectivement, ça peut en fait se justifier. Sauf que ce qui se justifie pas, et encore, bon, sur le côté, je revois Kim et tout dans un procès. Allez, pourquoi pas, parce qu'effectivement, elle n'aurait pas pu la voir autrement. Mais là, en fait, juste pour protéger Kim, en sachant que Kim, elle a fait ses aveux à la veuve d'Howard, qu'elle lui a bien dit que même ça ne veut pas dire que je suis en train de te faire mes aveux, que je vais prendre de la tôle pour autant. Donc là, je trouve ça des remarches un peu stupides, parce qu'il va aggraver son cas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Après, il va revenir sur Howard plus tard, parce que c'est vrai que parler de Heisenberg, ça disculpe pas Kim, mais il va revenir aussi sur ces autres périodes, quoi. Et puis même, là on parle de Kim, l'attitude de Kim de mettre Saul dans les aveux sans son consentement, j'ai trouvé ça plutôt dégueulasse de la part de Kim. Lui, c'est vrai qu'il fait plus chevalier blanc, il sauve tout le monde, mais je trouve que, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Prendre comme ça 86 années de tôle au lieu de 7 ans et demi, alors que déjà 7 ans et demi, je pense que c'est bien payé par rapport aux escroqueries qu'il a fait, parce que je vous rappelle qu'il a aucune mort sur la conscience, pas directement en tout cas. Pas directement, Donc, mais disons qu'il y a plein de meurtriers qui sont dans la nature grâce à lui. Ouais, voilà, mais Enfin, bon, pas à ce 7 ans et moment-là, demi, mais- je trouve, je suis pas juge, hein, mais 7 ans et demi, bon, ça suffisait. Là, il va quand même prendre 86 ans. Et puis voilà, depuis le début de l'épisode, il a l'air d'être très content, il sourit, il est truculent. Je sais pas, on dirait Pierre Richard. Pierre Richard, en fait, il avait l'avantage dans La Chèvre. Il lui arrivait des couilles, mais parce que c'était pas de sa faute. Lui, il se met vraiment dans la merde. Il aggrave son cas, donc j'ai Mais je trouvé pense ça un peu. qu'il avait pas forcément tout prévu, parce qu'il commence à faire son speech au début, et c'est simplement que lui-même n'y croit pas. Il se dit, bon bah voilà, moi j'y crois pas, je peux pas convaincre les autres de ça. J'ai des trucs sur la conscience, et bah voilà, Nick. À mon avis, c'est plus. Alors après, il y avait une partie de préméditation parce qu'il a quand même fait venir Kim spécialement pour ça. La faire tomber pour un saut de glace, ça, à mon avis, ça a jamais été à l'agenda réellement de Jimmy sur le coup. Alors la confession au jugement vire à la séance de psychothérapie littéralement lorsque Jimmy parle de son frère Chuck, alors qu'il refusait d'en parler, hein, même à chaque fois que Kim lui disait mais si, vas-y, je sais que ça t'a atteint, il faut que t'en parles. Lui était en mode non, vas-y, viens on parle d'autre chose, viens on va arnaquer quelqu'un. Et on voit sur ce plan le mot exit, bah, justement au premier plan, mais le mot exit inversé, flouté, comme si la situation était désormais sans issue pour Jimmy maintenant qu'il a commencé à se livrer. Je pense que Oui, bah l'interprétation est assez claire. Est-ce qu'il a confondu le juge avec un psychologue ou un prêtre? C'est possible aussi. Parce que là, vraiment, il lâche tout, hein. Il parle de Jim, il parle de Walter White, il parle de tout. Donc, bon, je pense que ça lui fait du bien, hein. Bon, après, la facture est chère, c'est 86 ans. Mais bon, Kim a l'air d'apprécier. J'espère que ça valait le coup. Voilà, elle est là. En sachant que Kim, après le procès, bon, elle ira se faire yopiser par son crétin de Floride, là. Et puis elle fera des puzzles monochromes. Je sais plus comment il s'appelle. Glenn ou je sais plus. On dit son nom dans cet épisode, mais il est tellement anecdotique que bah, la série d'elle-même se dit. Et on s'en fout. Et elle a sûrement raison. On a du coup le droit à une scène avec Chuck. Chuck, voilà, on n'était pas du tout sûr qu'on le revoie dans cette saison 6 et j'ai trouvé ça cool. Qui se découpe ici en clair-obscur à la lumière de ces lampes non électriques, souvenez-vous. Il parle des choix qu'on prend et de la possibilité de revenir en arrière quand ça ne nous satisfait pas. Leitmotiv véritablement de cet épisode, ce qui constitue une excellente transition avec le point suivant. Encore cette histoire de machine à voyager dans le temps, thème finalement récurrent dans Better Call Saul avec ses allers-retours incessants entre plusieurs temporalités. Ici, donc, c'est à travers le livre de H.G. Wells, The Time Machine. Je sais pas si c'est le bouquin de Chuck ou c'est Jimmy qui lui a apporté. Du coup, dans cette scène, j'ai pas fait attention vu qu'il lui apporte des courses. Tony? Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit qu'il lui a apporté le bouquin. Il était plus dans la nourriture, le périssable. Je pense que c'est le bouquin de Chuck. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir Chuck, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Même si c'est vrai que c'est un personnage antipathique. Comme tu disais en off, c'est un peu le pendant de McGill, de son frère. Et je trouvais leur dialogue assez savoureux. C'était complémentaire. Voilà, ils étaient complémentaires. Ils étaient un peu chien et chat aussi. Mais bon, il y avait quand même un amour fraternel. Tu sentais l'amour fraternel. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est sur la séquence de fanservice, sur les acteurs qui nous ont montré là, dans les flashbacks, c'est la séquence que je préfère. C'est celle qui sert le plus aussi peut-être, parce que finalement, c'est grâce à cette séquence qu'on découvre que Jimmy
a suivi le conseil de Chuck au tribunal, à savoir revenir sur ses choix antérieurs qui ne le satisfaisaient pas et changer de voie s'il estime que c'est la chose à faire, et c'est la chose qu'il a estimé devoir faire au pire moment pour lui, mais finalement peut-être au meilleur moment pour sa conscience. Ouais, Tony. Après, ce que je reproche aussi à Saul Goodman, c'est que quand il avait sa vie de Gene Takavich là, dans le Cinnabon, il aurait aussi pu se trouver une petite copine, changer un petit peu de vie, rendre sa vie un petit peu meilleure plutôt que de repartir un peu, de tout faire pour repartir en tôle. C'est ce que je reproche aussi au personnage. Oui, la seconde chance, pourquoi attendre le moment où il est trop tard? Voilà, pourquoi aller forcément en tôle? Il avait besoin de se faire choper, je pense. Voilà, pour changer vraiment. C'est ça qui me fait un peu de la justice rédemptrice, hein, Tony. Est-ce que c'est pas le but à la base? La justice est censée être rédemptrice et non pas punitive, même si bah là, en l'occurrence, on va pouvoir revenir dessus. Il a pris, oui, 86 ans, et pas dans la meilleure prison du coup. Jimmy donc est finalement envoyé à ADX Montrose, je ne sais pas comment il le prononce, la prison qu'il disait vouloir éviter à tout prix, et à ce moment-là on se dit qu'il a sûrement au passage pris perpétuité, du coup 86 ans, c'est un peu la même chose. Ici, Jimmy qui brise le 4e mur et qui fait littéralement un clin d'œil à la caméra en regardant l'objectif de la caméra. Et pendant son transfert, il est reconnu par les autres prisonniers, d'abord par un, puis par les autres. Alors au début, il cherche Annie, il fait non, moi c'est McGill. Et ils vont littéralement scander en chœur son slogan et du coup le nom de la série éponyme, Better Call Saul, tous les prisonniers. Oui, t'as dit? Oui, je disais Better Call Saul, Better Call Saul, Better Call Saul. J'ai trouvé la séquence très savoureuse parce qu'effectivement là ça justifie de son côté un peu de gauche, hein, d'aider les gens, j'aimais bien les appeler les repris. Ouais, même si Saul c'est quand même un peu l'incarnation du diable, mais... Ouais, mais quand même il y avait ce côté aider quand même le peuple, hein. Souviens-toi de sa file d'attente dans son cabinet d'avocat, tous les repris de justesse là. Et donc là, il est reconnu par les taulards. Donc on sent que ça va bien se passer pour lui en tôle, même si 86 ans c'est long. Au moins, il passera au moins c'est un héros dans des bonnes conditions. Ouais. En prison, Jimmy reprend donc plus ou moins la même activité qu'il avait en tant que Gene Takavich, en tant que gérant de Cinnabon, à savoir faire des petits pains, et sans doute pas à la cannelle cette fois. Vous savez ce qu'on dit? Il faut que tout change pour que tout reste le même, et il semble parfaitement intégré à son univers carcéral, à faire des checks à peu près tous les prisonniers, des petits clins d'œil à droite à gauche, un petit mot sympa à quelqu'un. Enfin voilà, on se fait pas trop de soucis pour Jimmy en prison finalement. Non, il a l'air d'être plutôt apprécié par rapport à l'aide qu'il a apportée donc au repris de justesse. Et oui, effectivement, il s'occupe comme il peut avec les activités de la prison. Donc là, il fait des bons petits pains chauds. Il pourra faire du basket dans la neige. C'est dans le Colorado. Hein. J'ai regardé, Monroe, c'est dans le Colorado. Alors, c'est plutôt crédible aussi parce que je m'étais posé la question comment ça se fait qu'ils le reconnaissent vu que c'est dans un État à côté. Et j'ai regardé l'État il est quand même frontalier du Nebraska et du Nouveau-Mexique. Donc tout ça est totalement crédible. Hein. Et puis même son arrestation, ça a dû faire parler dans les journaux, tu vois ce que je veux dire? Aussi. Puis ça a dû avoir un retentissement national au moins, quoi. Il a sa réputation qui le précède. Non, tout ça. Là, c'est plutôt... Et encore une fois, je suis un peu dur sur les incohérences, mais ce qui m'embête, moi, c'est qu'ils prennent 86 ans de tôle. C'est ce que je disais en off, c'est que tu voulais qu'ils s'en sortent, tu voulais une happy end, en fait. Parce que je suis dans l'empathie. Mais on va en reparler. Et donc, en plus de faire des petits pains à la cannelle et de checker à peu près tous les prisonniers, il a une visite de Kim qui vient le voir en prison en tant qu'avocate. Alors, je pinaille, hein, mais cette histoire de date d'expiration là qu'on voit à l'écran, ma carte du barreau du Nouveau-Mexique n'a pas de date d'expiration. Ça me semble un petit peu léger, un petit peu louche, puisque, souvenez-vous, elle avait quitté le barreau, elle n'avait pas simplement oublié de renouveler sa licence. Donc, ça me semble un petit peu bizarre. On voit que les murs de cette pièce, sûrement pas la pièce la moins clean de la prison, puisque c'est celle où il y a des visiteurs, suggère effectivement que ADX Montrose, ça a l'air d'être un trou à rats un petit peu insalubre. On voit l'ombre des barreaux projetée sur les murs. Jimmy qu'en a pris pour 86 ans dans cet endroit pas ultra clean finalement, mais où il fait des petits pains. Alors ici au début je me demandais si c'était mon écran qui était mal étalonné, mais non, la flamme du briquet de Kim est jaune et le bout de la cigarette rouge, comme si cette habitude de partager une cigarette, rituel passé issu de la temporalité de Better Call Saul, faisait reprendre subtilement de la couleur à l'image. Est-ce que ça t'a interpellé toi Tony sur le coup? On va voir le bout rouge de la cigarette plus tard. J'avais pas vu ce détail, mais effectivement bien vu. J'avais pas vu qu'effectivement le bout de la cigarette est rouge.
et en Là, on le couleur. voit, ouais. Même si elle est au premier plan un peu floue, il y a d'autres plans où c'est plus flagrant. Bah voilà, c'est À juste ton un petit gimmick avis, de réalisation comme il le faisait le à reflet dans ton les avis, lunettes. alors à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la symbolique de ça? Que on pourrait dire, allez, masturbation intellectuelle encore une fois, que métaphoriquement, leur relation renaît de leurs cendres, en fait, en ayant une sorte de remake, voilà, de la cigarette qu'ils avaient partagée dans la saison 1, et puis c'était une habitude dans toutes les saisons, du temps où ils allaient bien, et pour moi, c'est un peu la cigarette de la réconciliation, quoi. D'accord. Tu le vois pas comme ça? Je valide. Ici, un des plans finaux de cette série, pas le plan final, deux grillages barbelés séparent à présent Kim et Jimmy. Pourtant, enfin réconciliés, et je pense que l'image parle d'elle-même, qu'elle se passe de tout commentaire. Mais Tony, je te laisse si tu en as. Eh ben écoute, j'ai pas trop de commentaires. Encore une fois, je suis triste pour le personnage. Bon, il va avoir diverses activités en tôle. Il est apprécié. Il va pouvoir jouer au basket à moins 2 degrés dans le Colorado. En tout cas, il se montre rassurant avec Kim, on en parlait en off, là il nous fait le truc des pistolets, genre t'inquiète, je trouve encore moyen de faire des petites vannes, ça veut dire que je vais bien, quoi. D'ailleurs, il garde la il est optimiste, pêche. il dit avec une réduction de peine, qui sait. Et puis après, sexuellement, je pense qu'il peut se dépatouiller avec ses compagnons de cellule aussi. Donc, je suis pas trop inquiet pour lui. Normalement, ça devrait le faire. Il a l'air d'être en bon terme avec tout le monde. Je ne sais pas si au niveau sexuel aussi. Alors, en guise de... Non, pas de listen, mais de conclusion, je comprends que certains restent sur leur faim par l'ultime revirement de Jimmy. Pourquoi nous l'avoir dépeint à ce point en diable tout au long de la saison 6 pour finalement vouloir le faire se racheter au dernier moment ? Eh bah, tout simplement, mais c'est une proposition d'explication que je vous livre ici, tout simplement parce que ceux qu'on considère comme des monstres sont à l'origine et parfois au final des humains. Ce sont leurs faiblesses qui les rendent monstrueux et non leurs aptitudes exceptionnelles, fussent-elles mises au service du mal, comme ici souvent c'est le cas par Jimmy et dans la première série par Walter. J'ai pour ma part beaucoup aimé cet épisode, cette saison, cette série, très différente de Breaking Bad, moins rythmée, plus esthète. Elle est à mon sens au moins du même niveau. Tony, je te laisse conclure. Ok, je te remercie. Bah, en guise de conclusion, moi je dirais que j'ai quand même passé de très bons moments sur cette série magnifique. Bah, je vais pas répéter, mais effectivement, quand c'est passé en noir et blanc, j'ai trouvé que ça avait perdu en qualité, depuis la mort en fait de Lalo et de Nacho, j'ai trouvé que ça avait perdu un petit peu en qualité dès que c'est passé en noir et blanc. Et puis j'ai aussi trouvé qu'on avait perdu en cohérence. Mais après, voilà, encore une fois, ce qui m'a déçu, c'est que le personnage, j'adorais ce personnage, je trouve qu'il traverse la saison un peu comme un fantôme. Là, je parle de Pourquoi comme Saul un fantôme? Goodman. Hein? Pourquoi comme un fantôme? Bah, je le trouve un peu en retrait, mais ça s'explique aussi par rapport à sa santé. Là, je parle de l'acteur qui a eu une crise Moi, je trouve pas cardiaque. que la Donc, performance de l'acteur en pâtisse tant que ça. C'est normal que sa performance en tant que Jin Takavich soit un peu plus en retrait. Après, en tant que Saul Goodman, tu le trouvais moins haut niveau sur cette saison, du coup? ouais, j'ai trouvé qu'il était un petit peu moins au niveau. Je salue surtout la performance d'acteur de Lalo, donc Tony Dalton de son vrai nom, et de Nacho, Michael Mondo, qui je De trouve Kim, qu'on Ria et Seahorn, Kim, je sais plus comment évidemment, ça s'appelle. Et j'espère qu'elle aura Ria Seahorn. Hum. J'espère que Ria Seahorn aura le Grammy Awards. Et il faut aussi souligner le travail de Gilligan et de toute son équipe, parce que ça fait quand même 14 ans qu'ils travaillent entre Breaking Bad, Sur cet El univers, ouais. Camino et Better Call Saul. Donc là, ils ont Là, le c'est droit la fin, à... là. Ouais, et on Maintenant, sent ils qu'ils vont sont bosser sur quand d'autres même... trucs. Ils sont quand même... On les sent quand même un petit peu plus essoufflés qu'au début. Moi, pour ma part, après ce final de Better Call Saul, je mettrais toujours Breaking Bad un cran au-dessus, Ah. sur le rythme, C'est plus rythmé, mais c'est pas juste le rythme qui fait une série, quoi. Bah non, mais sur le crescendo en fait dramatique de la fin, j'ai trouvé que ça apportait plus de choses, c'était beaucoup plus puissant. Et il faut souligner aussi que bon, Gilligan là, il va pouvoir se reposer, mais son prochain projet, Ouais. il va revenir à ses premiers amours, parce qu'il faut savoir que Gilligan a travaillé sur X-Files avec quelques scénaristes qui travaillent donc sur Better Call Saul et Breaking Bad. Donc il va revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire la science-fiction et le fantastique, et il va faire quelque chose à sa sauce qui sera inspiré de la quatrième dimension, donc Twilight Zone. Et j'ai hâte de voir ça, vraiment. Et merci à tous, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui ont participé à cette série magnifique, en espérant qu'elle soit primée. Moi, j'ai vraiment pris mon pied, un petit peu moins vers la fin, mais ça a été quand même une grande giclée.
D'accord, une grande giclée. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il conviendrait de le résumer, mais en tout cas, c'est le résumé que Tony vous livre. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. On fera House of the Dragon, on fera le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. J'attends en octobre l'adaptation d'Entretien avec un vampire en série, Interview with a Vampire. Donc voilà, restez connectés, stay tuned comme on dit, pour regarder les prochaines critiques, les prochaines chroniques, les prochaines reviews. Donc j'essaierai de vous abreuver. Ciao ciao, c'était Daimon en compagnie de Tony Codem, abonnez-vous.